Le fantôme de la colline russe. Je n'ai raconté cette histoire qu'à 3 personnes en dehors des anciens corps militaires qui ont des histoires similaires. Pour comprendre mon expérience, je dois d'abord planter le décor. Niché dans une vallée montagneuse à Balgan, en Afghanistan, il y a un endroit appelé colline russe, également connu sous le nom de Tap Gorgan. Nous l'appelions simplement Tapa. C'est la seule colline dans toute cette vallée, et ce n'est pas par hasard. C'est un tumulus funéraire qui existe depuis l'époque d'Alexandre le Grand. Des générations de locaux ont été enterrés ici, et cela inclut aussi les Russes morts lors de l'invasion ratée des années 80. Maintenant, que font les forces spéciales américaines lorsqu'elles arrivent dans cette vallée? Exactement, elles ont nivelé le sommet et y ont installé un poste de combat. C'est ici que commence mon histoire. J'étais parachutiste de l'armée régulière, attaché à l'équipe des forces spéciales qui a construit le poste. L'un des rôles des soldats de l'armée régulière était de surveiller les radios la nuit. Nous recevions toujours d'étranges interférences la nuit, mais cela pourrait être attribué aux interférences normales. Cependant, des années plus tard, en tant qu'opérateur radio pour mon équipe, j'ai commencé à penser le contraire. Un soir, alors que j'étais de garde entre 2h45 et 3h du matin, mon tour se termine et je descends la colline vers notre petite zone de toilette. Je fais mes besoins dans ce petit abri en bloc de béton avec un trou lorsque j'entends des pas qui montent la colline à côté de moi. Au début, je ne pense à rien, probablement juste un des gardes locaux venant pour un changement de tour. Mais, étant en pleine nuit et moi en zone de combat, j'écoute et fais attention. J'entends le bruit d'équipement cliquetant, ce qui me confirme que nos locaux ne portent pas d'équipement avec des boucles métalliques ni de bottes d'ailleurs. J'ai été en patrouille avec eux plusieurs fois et je sais comment ils sonnent lorsqu'ils se déplacent. Ce n'était pas ça. C'étaient les pas lourds d'un soldat en équipement de combat. Ne voulant pas mourir sur le trône et étant l'un des rares Américains dans ce poste avancé, j'ai décidé que je devais probablement savoir qui montait la colline. Alors j'ai ouvert la porte et regardé dehors. Et bon sang, il y avait quelqu'un sur la colline. C'était une nuit de lune presque pleine, et il y avait une lumière ambiante décente. Ils portaient une AK, donc ce n'étaient pas des Américains. Ils portaient aussi un uniforme qui n'était pas la tenue typique afghane, ni celle de nos alliés. À ce stade, ils étaient près du sommet de la colline, et cette personne n'était pas quelqu'un du poste avancé. J'ai attrapé mon fusil et suis sorti en courant de la porte pour les suivre en haut de la colline. J'ai atteint le sommet, et il n'y avait personne. J'ai marché jusqu'au bâtiment où se trouvait le garde radio et j'ai frappé à la porte. Mon ami a répondu et m'a demandé ce qui se passait. J'ai vérifié avec eux pour voir si quelqu'un d'autre était réveillé ou était entré là-bas et ils m'ont dit que personne n'était sorti des baraquements. J'ai demandé une cigarette et nous avons ri de ce qui s'était passé. Le lendemain, au déjeuner, nous avons plaisanté à ce sujet et l'un des gars des forces spéciales qui était là depuis plus longtemps nous a dit que c'était le fantôme russe résident. Il a affirmé qu'il avait commencé à apparaître après qu'ils aient utilisé de la terre de la colline pour remplir nos sacs de sable pour le mur. Il s'avère qu'ils ont trouvé des ossements en le faisant. Il nous a même dit qu'il s'était retrouvé face à face avec lui et avait sorti son arme de poing. Tous les autres gars ont également participé, racontant leurs propres histoires effrayantes à propos de cet endroit. J'ai été transféré à un autre poste avancé quelques semaines plus tard. J'ai toujours eu une sensation très inquiétante chaque fois que je revenais là-bas. Les ombres de l'entraînement de base. Je viens de terminer le camp d'entraînement. Pendant que j'y étais, il s'est passé des choses étranges que nous n'avons pas pu expliquer, et je suis venu chercher des réponses. Quand on est au camp d'entraînement, il faut parfois faire des gardes pendant quelques heures. On me confiait généralement la garde de nuit. Mon camarade et moi faisions habituellement la garde de minuit à environ 2 heures du matin. Mon rôle était généralement la sécurité itinérante, ce qui signifie essentiellement que la personne patrouille une zone déterminée, prend des relevés de température et recherche des activités suspectes. En général, le plus sérieux auquel j'avais affaire, c'était d'autres recrues qui s'amusaient dans les toilettes et de leur dire de retourner dans leur couchette. Une nuit, vers 2 heures du matin, je faisais ma ronde et j'ai cru entendre des voix provenant des toilettes. Je suis entré et j'ai entendu des chuchotements venant des douches. Alors je me suis dirigé vers elles, et ce que j'ai vu était tout simplement étrange. J'ai vu un jeune homme d'environ 17 à 20 ans, accroupi et dos à moi,
dans le coin le plus sombre de la zone des douches. Je me suis approché de lui et lui ai dit « Hé, tu devrais retourner dans ta couchette ». Mais à mesure que je m'approchais, je jure qu'il s'est évanoui dans l'air en un clin d'œil. Je me souviens de la sensation de choc et de confusion pure lorsque je suis sorti. L'autre garde m'a demandé pourquoi j'étais si pâle et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit que c'était probablement le résultat de ma fatigue due au stress du camp d'entraînement et au manque de sommeil. J'étais d'accord avec lui, car je me disais « Pourquoi un fantôme hanterait-il une douche dans un camp d'entraînement, de tous les endroits ?» Et oui, j'étais assez fatigué cette nuit-là. Le lendemain, je n'étais pas de garde, mais la recrue qui avait mon tour habituel a signalé avoir vu une ombre dans les douches et entendu d'étranges chuchotements, alors qu'il n'y avait personne. J'ai parlé avec lui et lui ai raconté ce que j'avais vu, et nous avons décidé que nos esprits nous jouaient probablement des tours parce que nous étions tous fatigués. Il était d'accord, et nous avons décidé d'ignorer cela. C'était jusqu'à ce que je commence à voir des choses en dehors des douches. Cette nuit-là, j'avais un tour de garde légèrement plus tôt et je patrouillais les couchettes, vérifiant les recrues malades comme je devais le faire. En passant devant quelques couchettes vides, j'ai vu un mouvement du coin de l'œil. J'ai pensé que c'était quelques recrues qui me faisaient une farce. Alors je suis allé leur dire de retourner au lit. Mais en m'approchant des couchettes vides, j'ai vu une sorte de silhouette sombre qui ne semblait pas humaine. C'était comme une tache noire en mouvement. En investiguant, elle s'est évanouie. La zone où elle se trouvait était extrêmement froide par rapport au reste du bâtiment. Je me suis simplement éloigné, car il n'y avait rien à faire là, et j'ai supposé que le personnel avait monté l'air conditionné et que j'étais juste fatigué et que j'imaginais des choses. J'ai vu cela du coin de l'œil tout au long du camp d'entraînement, alors que j'étais de garde au milieu de la nuit. La dernière histoire pour moi a eu lieu quand on m'a chargé de prendre les températures dans tout le bâtiment. Mon travail consistait à aller dans le compartiment de chaque division et à demander leur température ambiante. J'avais pris toutes les températures sauf 2 des autres divisions et je cherchais les 2 dernières. En passant devant quelques salles vides, je jurerais avoir vu du mouvement à l'intérieur. Alors j'ai pensé que je devais avoir raté une salle et je suis allé jeter un coup d'œil à l'intérieur de la fenêtre. La pièce était utilisée uniquement pour le stockage et était complètement sombre, sauf pour la lumière extérieure. Tout. Ce que je pouvais voir, c'était quelques boîtes et des couchettes vides. Mais du coin de l'œil, j'ai vu une personne debout au bord de la lumière, me regardant. J'ai vu cela et j'ai décidé de chercher ailleurs les 2 dernières salles que j'ai trouvées quelques minutes plus tard. Cependant, en revenant, j'ai remarqué sur mes relevés dans le couloir un bras sombre ou un membre qui s'étendait et retournait derrière une porte. En passant, il n'y avait rien, mais la zone où il se trouvait était super froide. Et cette salle était juste un placard de concierge fermé. L'autre recrue que j'ai mentionné plus tôt a parlé de voir quelqu'un danser dans les douches la nuit, mais il n'y avait rien lorsqu'il a enquêté. Il a également dit qu'une nuit, il est passé devant les douches et a vu quelqu'un se pencher et disparaître derrière le mur. Il n'y avait personne lorsqu'il a enquêté, mais il a remarqué que la zone était vraiment froide. Je sais qu'on va m'appeler menteur et chercheur d'attention, mais je sais que tout cela est vrai. Je ne suis pas là pour essayer de fabriquer des histoires ou quoi que ce soit. Je ne veux pas avoir de problème, donc je ne peux pas révéler où tout cela s'est passé, mais c'était très, très effrayant. La chasse au sanglier, qui a mal tourné. Cela est arrivé à mon père. Il a oublié où ils étaient stationnés, peut-être à Hong Kong. Lui et son ami, un soldat expérimenté, avaient un peu de temps libre et ont décidé de voir s'ils pouvaient chasser quelques sangliers sauvages qui étaient nombreux là où ils étaient stationnés. Ils seraient des héros s'ils revenaient avec 1 ou 2 cochons. Alors qu'ils avançaient à travers des buissons qui leur arrivaient à la taille, entre des palmiers, ils sont arrivés à une clairière où ils ont pu voir au loin un tas de cochons assez appétissants en train de paître, et leur bouche en salivait. Mon père a demandé comment ils pouvaient en tirer un sans que les autres ne viennent après eux. Son ami a répondu « Tu tires sur le chef et les autres s'enfuiront. S'ils ont des petits, ils courront à toute vitesse pour les protéger. » Ils ont donc observé les cochons pendant longtemps, se rapprochant furtivement pour pouvoir faire un bon tir. Finalement, ils ont décidé qui était le chef, et les 2 ont visé et tiré. Le chef est tombé là où il était. Il s'attendait à ce que le reste de la troupe s'enfuit avec lui, mais au lieu de cela, ils ont couru vers les 2 hommes qui venaient d'abattre leur chef. Mon père se corrige en disant qu'ils feraient n'importe quoi pour protéger leurs petits, mais ils ne reculaient pas.
Ils peuvent courir jusqu'à 30 miles par heure et peuvent peser parfois jusqu'à 600 livres, et ils se battent de toute leur force. Les soldats étaient dans un champ de buissons qui leur arrivait à la taille, avec rien d'autre que des palmiers. Ils ont jeté leurs fusils et ont grimpé dans 2 palmiers pendant que les cochons grognaient et se rassemblaient autour de la base. Comme vous pouvez l'imaginer, il était assez difficile de s'accrocher aux arbres sans branches pour se tenir, surtout avec seulement le tronc droit. Chaque fois qu'ils pensaient que les cochons s'éloignaient, ils captaient l'odeur de leur chef mort et revenaient grogner et entourer la base des arbres. Les grognements ne s'arrêtèrent presque jamais, et c'était presque aussi mauvais que d'essayer de s'accrocher au tronc droit d'un palmier. Vous pensez peut-être que ce n'était qu'un groupe de sangliers sauvages. Quel mal pourraient-ils faire? Eh bien, les sangliers sauvages sont l'un des animaux les plus dangereux avec lesquels il faut se battre. Leurs défenses et leurs dents sont comme des lames de rasoir, et ils sont intrépides, tuant souvent des lions qui s'en prennent à leurs petits. Ils peuvent vous renverser, puis utiliser leur défense et leur tête très grosse pour vous poignarder, causant des blessures mortelles. Cela a duré plusieurs heures. Ils bougeaient et les cochons grognaient. Finalement, lorsque les cochons étaient suffisamment loin, ils sont descendus silencieusement des arbres et ont couru vers la base sans s'arrêter, laissant leur dîner et leurs fusils là où ils étaient. Les 2 ont dîné ce soir-là et n'ont jamais raconté à leurs camarades soldats le dîner qu'ils ont failli avoir cette nuit-là. L'apparition à Fort Dragoon. Mon histoire commence lorsque j'étais stationné dans l'armée des États-Unis à Fort Dragoon, New York. Je vivais dans un appartement de style jardin sur la base. J'avais donné une clé de rechange à quelqu'un que je connaissais pour qu'il puisse entrer si je n'étais pas là. Il y avait quelqu'un qui vivait dans l'appartement au-dessus de moi et dans les 2 à côté. Une nuit, j'ai entendu le son d'une chaise berçante. Je n'y ai pas trop pensé jusqu'à ce qu'il ne s'arrête pas. Ayant un tempérament court, j'ai frappé le plafond avec un balai et je suis retourné me coucher. Ensuite, j'ai entendu ceux qui ressemblaient à des pas dans mon salon. J'ai pensé que c'était peut-être les voisins du dessus qui faisaient du bruit, alors je me suis levé du lit pour voir si c'était la personne à qui j'avais donné mes clés de rechange. Rien. Il n'y avait personne là-bas. Je suis allé éteindre la lumière de la salle de bain, je suis retourné dans ma chambre et je me suis recouché. Puis j'ai senti qu'il y avait un homme debout au-dessus de moi. Alors, encore une fois, j'ai pensé que c'était un ami à moi, mais il n'y avait personne dans la chambre. Je ne sais pas ce que c'était, mais chaque poil de mon corps s'est dressé et j'ai ressenti des frissons. Ensuite, courageusement, je me suis couvert avec les draps. Puis je l'ai ressenti à nouveau, mais cette fois, il y a eu un grognement très distinct dans mon oreille, presque comme un gros chien ou peut-être un loup. Cela m'a terrifié. J'ai sauté et j'ai claqué la porte de ma chambre avant de la verrouiller. Heureusement, c'était vendredi et je n'avais pas à me lever le lendemain. Effrayant, n'est-ce pas? J'ai essayé de rester sceptique à ce sujet, bien que ce ne soit pas la première expérience que j'ai eue. Le camp Dragoon en Irak avait des choses étranges qui se produisaient à différents endroits. Le camp n'était qu'un ancien complexe de la police secrète du régime de Saddam. Beaucoup de gens y avaient disparu, juste pour ajouter au contexte horrible. Les chambres de torture souterraines avaient été murées tôt, mais les gens qui y descendaient rapportèrent souvent la sensation d'être observés. J'ai pris des photos dans une ancienne prison, et d'étranges boules de lumière sont apparues lorsqu'elles ont été développées par les locaux. Je pensais que c'était dû à la poussière dans l'air, mais cela se produisait à chaque fois. Ce qui arrivait sans cesse, c'était des lumières qui apparaissaient dans des bâtiments où elles ne devraient pas être. Je faisais partie de la force de réaction rapide du camp, et nous étions souvent appelés pour chercher des intrus. Nous avions un bâtiment d'appartements inutilisé dans notre camp, hors limite, et au moins une fois par mois, une tour de garde, le centre des opérations tactiques, où des personnes au hasard signalaient des lumières faibles se déplaçant à l'intérieur. Chaque fois que nous étions activés pour vérifier, le bâtiment était toujours vide. Cela pourrait être juste des légendes à ce stade, mais c'était vraiment effrayant à l'époque. À ce moment-là, j'étais toujours à Fort Drum pour un entraînement. C'était un endroit intéressant pour être. Nous passions les week-ends à jouer aux jeux vidéo ou à explorer le seul centre commercial de la ville de Lawton. Occasionnellement, nous étions sélectionnés pour la garde incendie ou le service. Un samedi, j'étais de garde incendie. Ce n'était pas grand-chose. J'ai décidé de me détendre dans ma chambre la plupart du temps et de me faire voir de temps en temps. Nous avions un gymnase sous le rez-de-chaussée et nous passions beaucoup de temps dans ce gymnase. Parfois, on demandait à la garde incendie de le nettoyer.
Il y avait une petite section fermée qui abritait autrefois une chaise électrique. Je ne suis toujours pas sûr de l'histoire du bâtiment dans lequel nous étions, mais il était à côté d'un grand cimetière. Nous entendions parfois des histoires effrayantes à propos du bâtiment et de la chaise électrique. Mais je m'égare. Cette nuit-là, on m'a demandé de nettoyer le gymnase, puis de passer la serpillière au 3e étage. À ce moment-là, personne ne vivait au 3e étage. Mon ami et moi avons nettoyé le gymnase, puis nous sommes montés les escaliers pour passer la serpillière. Il a passé la serpillière du bout jusqu'au milieu et j'ai continué jusqu'aux escaliers. Nous avons terminé et mon ami est parti patiner dans sa chambre pendant que j'allais dire à l'officier de garde que nous avions fini. Je suis monté pour récupérer le seau de la serpillière et là, je me suis rendu compte que quelqu'un avait marché sur tout le sol que nous venions de nettoyer. Alors, j'ai regardé dans le couloir et c'est là que j'ai vu une silhouette humanoïde, sauf qu'elle était complètement noire, le noir le plus intense que j'ai jamais vu. J'ai ressenti une vague d'incertitude que je n'avais jamais ressentie auparavant, et j'ai dévalé les escaliers pour rejoindre ma chambre, réveillant mon colocataire. Il a pensé que je plaisantais quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Après cela, je n'ai plus jamais vu la silhouette tant que je suis resté là-bas. Ce fut sincèrement l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. Le cri de la nuit dans le désert irakien. En l'an 2000, je me suis engagé dans les marines des États-Unis, animé d'un fervent désir de servir mon pays. En 2003, je me suis retrouvé déployé en Irak, un terrain inconnu et rempli de défis constants. Au cours de l'une de nos missions, mon unité a été assignée à un point de réparation et de ravitaillement, PRR, dans une zone isolée du désert irakien. L'instruction était claire: s'enterrer et passer la nuit avant de continuer notre avancée à l'aube. Cette nuit-là, l'obscurité était totale. L'absence de lune et d'étoiles transformait le ciel en un voile noir impénétrable. La seule vision que nous avions provenait de nos lunettes de vision nocturne, des outils indispensables dans un environnement aussi hostile. J'étais en poste, scrutant l'horizon à la recherche de signes d'insurgés, lorsqu'un cri déchirant brisa le calme du désert. Le son était si fort et terrifiant qu'il glaça le sang dans mes veines. Il venait de l'obscurité, mais il devint évident avec le temps qu'il ne provenait pas de la terre, mais de l'air. Quelque chose volait ou flottait au-dessus de nous, émettant toutes les quelques minutes un cri aigu et effrayant. Le son était si particulier et terrifiant qu'il défiait toute description. Tout le monde dans le groupe ne pouvait pas l'entendre, ce qui ajoutait une couche supplémentaire de mystère et de peur. Certains d'entre nous qui l'ont entendu ont commencé à spéculer. J'ai essayé de rationaliser en pensant que cela pourrait être un oiseau local ou peut-être le cri d'une chouette inconnue, mais rien ne correspondait à ce son. J'ai même cherché sur Internet sans rien trouver de similaire. Un camarade a suggéré qu'il pourrait s'agir d'un banshee, bien que personne ne veuille croire aux superstitions. La situation est devenue plus tendue à mesure que la nuit avançait. Nous avons décidé de doubler les gardes et d'étendre nos périmètres de sécurité. La peur était palpable parmi nous, et chaque nouveau cri faisait sursauter certains soldats ou murmurer des prières. Malgré nos préparatifs et la sécurité accrue, le son revenait sans cesse, comme un mauvais présage qui nous traquait depuis les ombres du ciel. À l'aube, le son cessa aussi brusquement qu'il avait commencé. Épuisés et encore sous le poids de la nuit précédente, nous avons continué notre mission, mais le mystère du cri nocturne est resté avec nous dans les jours qui ont suivi. Les discussions sur ce que cela pourrait être se mêlaient aux rapports et aux devoirs. L'incertitude quant à la nature de ce phénomène nous a suivis tout au long de notre séjour en Irak, et malgré nos enquêtes auprès des locaux et des experts, nous n'avons jamais réussi à identifier avec certitude la source de ces cris effrayants. Le mystère du cri dans l'obscurité est devenu une sorte de légende parmi nous. Un souvenir troublant de notre vulnérabilité face à l'inconnu, même au milieu de la guerre. Des années plus tard, ceux d'entre nous qui l'ont entendu se demandent encore si ce que nous avons entendu cette nuit-là était simplement un phénomène naturel inconnu ou quelque chose de bien plus ancien et oublié, caché dans les sables du temps. L'étrange camp d'entraînement de Hathor. J'ai servi dans les marines des États-Unis de 2008 à 2012 en tant qu'infanterie de marine. J'étais stationné à 29 Palms, en Californie, en 2009, alors que je m'entraînais pour mon premier déploiement.
Nous avons été envoyés dans une école spéciale appelée École de guerre de montagne et climat froid du corps des Marines, située à Bridgeport en Californie. J'ai apprécié le voyage en bus d'environ 5 heures le long de l'autoroute 395 à travers les montagnes de la Sierra Nevada, absorbant le magnifique paysage, tandis que mon esprit vagabondait, anticipant ceux qui m'attendaient et craignant de devoir escalader les montagnes de plus de 12 000 pieds qui parsemèrent le paysage. Après des semaines d'entraînement, j'étais soulagé d'apprendre que nous serions transférés dans un endroit appelé Hathor pour réaliser des exercices de tir réel situés à environ 30 miles à l'est, de retour dans le désert. C'était une ancienne base de l'armée, déclarée inhabitable dans les années 50 pour diverses raisons. J'étais enthousiaste à l'idée d'échapper aux températures extrêmement froides de la montagne et je me suis endormi pendant le voyage. En me réveillant, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai été surpris de voir les restes de l'ancienne base dispersés sur le paysage. Des bâtiments à moitié détruits, des tours de garde et d'autres éléments militaires typiques que l'on s'attendrait à voir. Derrière cela se dressaient des montagnes rocheuses de lave, projetant leurs ombres sur les bâtiments détruits. Le lieu ressemblait à une scène d'après une explosion nucléaire. Avez-vous déjà vu les anciennes vidéos des tests nucléaires où ils plaçaient une ville factice pour voir ce que ferait l'explosion ? Ce lieu ressemblait à cela, mélangé à l'univers des jeux vidéo Fallout et de Tchernobyl. En avançant, j'ai remarqué une quantité de mines s'enfonçant dans le flanc de la montagne. Je me demandais où nous serions logés, voyant qu'il y avait un avant-poste improvisé, rien de luxueux, juste une vieille tente verte pour les sous-officiers et le personnel de rang supérieur du bataillon. Quant à nous, les jeunes recrues, nous dormirions à la belle étoile, sur le sol. Au moins, nous avions un mur de sacs de sable improvisé autour de nous pour donner un semblant de confort. Pendant le dîner, cette nuit-là, nous étions tous assis à discuter, et j'ai demandé à mon sergent ce que représentaient toutes ces mines sur les flancs des collines. Il m'a répondu qu'il s'agissait d'installations de stockage de munitions et d'abris antinucléaires. La base avait été conçue et construite pendant la guerre froide, ce qui la rendait particulièrement effrayante, comme si tous les habitants avaient décidé de partir un jour, laissant derrière eux des véhicules et d'autres signes de leur départ précipité. La nuit était assez chaude, même après le coucher du soleil, car nous étions de retour dans le désert. J'avais du mal à dormir, même en caleçon, allongé sur mon sac de couchage. Certains des autres étaient encore éveillés, bavardant. Je regardais les étoiles et les montagnes qui se dressaient au-dessus de moi. C'était une nuit de pleine lune avec à peine quelques nuages. En balayant du regard les sommets des montagnes, que j'estimais être à environ 500 à 700 pieds au-dessus de nous, j'ai vu quelque chose d'étrange bouger là-haut. Supposant que mes yeux me jouaient des tours à cause de l'épuisement physique et du manque de sommeil, j'ai laissé tomber. Cette nuit-là, je me suis réveillé pour aller aux toilettes, et en les utilisant, j'ai regardé vers l'endroit où j'avais vu quelque chose plus tôt. À ma grande surprise, les silhouettes étranges étaient toujours là, se déplaçant le long de la crête. Cela a définitivement éveillé mon intérêt, et mon esprit a commencé à vagabonder. Heureusement, j'avais dans mon sac à dos mon fidèle monoculaire de vision nocturne PVS. Je l'ai porté à mon œil et j'ai regardé vers le haut. Rien. Cela ne pouvait pas être possible, j'étais certain d'avoir vu quelque chose. J'ai regardé mon camarade, qui était encore éveillé, et je lui ai demandé s'il avait vu quelque chose là-haut. Il m'a regardé comme si j'étais fou, alors je lui ai dit d'oublier. Quelques heures plus tard dans la nuit, un fort bruit est venu du puits de mine le plus proche, situé à environ 100 mètres ou moins de l'avant-poste. Littéralement, la moitié du peloton s'est levé d'un sommeil profond. L'un des sergents a crié depuis une tente voisine, nous disant de retourner au lit, que ce n'était que des rochers qui tombaient, ce qui a semblé logique pour la plupart d'entre nous. Le mystère de la nouvelle maison au Texas. Par une froide nuit de novembre, peu après mon transfert au Texas, des choses étranges ont commencé à se produire, me faisant me demander si j'avais vraiment échappé à l'inspection ou si j'étais simplement entré dans une nouvelle phase de ce mystère déroutant. La première nuit dans ma nouvelle résidence, une vieille maison qui avait été attribuée à mon unité, j'ai entendu frapper à la porte principale aux alentours de minuit. En vérifiant, je n'ai trouvé personne, mais une sensation de malaise s'est emparée de moi, une sensation que je n'ai pas pu secouer pour le reste de la nuit. Les jours suivants, cette inquiétude a grandi. J'ai remarqué que les lumières de la maison clignotaient sans raison apparente et que les appareils électroniques s'allumaient et s'éteignaient tout seuls.
Une nuit, alors que j'essayais de dormir, l'écho de pas dans le grenier a troublé ma sérénité. Déterminé à enquêter, je suis monté avec une lampe de poche, pour ne trouver que l'espace vide, à l'exception d'une vieille boîte de documents militaires qui semblait avoir appartenu à un occupant précédent de la maison. À l'intérieur, j'ai trouvé des photographies floues de silhouettes humanoïdes et des notes griffonnées sur des observations d'ovnis dans des régions éloignées du pays. Cette même nuit, j'ai reçu un appel crypté. La voix à l'autre bout du fil, déformée et à peine audible, m'a averti « Arrête de chercher des réponses, ou tu feras face à des conséquences que tu ne peux pas imaginer. » J'ai raccroché, l'esprit en ébullition, me demandant si je devais poursuivre ma curiosité ou protéger ma sécurité. J'ai opté pour la prudence, mais le destin avait d'autres plans. Une semaine plus tard, alors que je rentrais chez moi après un service de nuit, un véhicule noir sans plaque a commencé à me suivre. J'ai accéléré, essayant de l'éviter, mais le véhicule a continué à me poursuivre jusqu'à ce qu'à un moment de désespoir, je prenne un virage brusque sur une route moins fréquentée. Le véhicule m'a suivi, et dans un instant de clarté, entre la peur et l'adrénaline, j'ai décidé de l'affronter. Je me suis arrêté, suis sorti de ma voiture et me suis dirigé vers le véhicule qui me suivait. À ma grande surprise, il s'est arrêté, et un homme vêtu de noir, portant des lunettes sombres malgré la nuit, en est descendu. « Que voulez-vous de moi ?» ai-je demandé d'une voix ferme mais tremblante. L'homme s'est approché. Son expression était sérieuse, presque compatissante. « Tu n'es pas en sécurité ici. Ce que tu as vu n'est que la surface. Tu dois quitter le Texas, changer d'identité. Nous ne pouvons pas te protéger si tu continues à enquêter. » Sans plus d'explication, il est parti, me laissant seul sur la route sombre. Les paroles de l'homme ont résonné dans mon esprit les jours suivants. Le cœur lourd et la paranoïa brouillant mon jugement, j'ai pris la décision de tout laisser derrière moi et de recommencer ailleurs. Il était clair que ma vie ne serait plus jamais normale, et que la sécurité ne serait toujours qu'une illusion éphémère dans un monde qui cachait plus de secrets que je ne l'avais imaginé. Ainsi, avec une valise et une poignée de souvenirs, j'ai dit adieu à ma vieille vie, me demandant si je trouverais un jour la paix ou si les ombres du mystère me suivraient partout où j'irais. L'apparition blanche dans les bois de Yorkshire. Je suis caporal dans les cadets de l'armée. Une fois, nous étions en exercice sur le terrain, un exercice de combat dans le Yorkshire. Au fait, je suis écossais. Pendant notre camp annuel de 2 semaines, nous étions dans une zone de port qui était essentiellement notre camp pour la durée de l'exercice, avant de retourner à la base après l'exercice de 3 jours. Il était environ 10 heures du soir. Nous attendions de recevoir un contact des instructeurs adultes. J'étais de garde avec mon camarade, Tom, et nous discutions tout en observant la forêt autour de nous. Nous avons reçu un contact, et nous avons riposté avec des balles à blanc. Pendant le chaos de l'affrontement, j'ai vu une silhouette blanche près de certains arbres. Elle mesurait environ 6 pieds de haut. À ce moment-là, je l'ai reléguée au fond de mon esprit jusqu'à la fin de l'affrontement. J'ai demandé à Tom s'il l'avait vue, et son visage est devenu blanc. Il pensait qu'il avait juste halluciné. Nous avons ensuite demandé aux autres gars de notre section et ils ont dit qu'ils l'avaient également vu. Le lendemain de l'exercice, il ne s'est rien passé et je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était. L'esprit sur le porte-avions. Je travaille dans la marine et je suis affecté sur un porte-avions. Malheureusement, une jeune femme a mis fin à ses jours dans un des espaces situés tout près de l'endroit où je dormais, ainsi que ma section. Une personne a juré l'avoir vue assise sur une chaise pendant qu'elle se changeait un jour et elle est sortie en courant et en criant de notre dortoir. J'ai attendu environ 1 semaine avant d'entrer dans l'espace où elle avait mis fin à ses jours et lorsque je l'ai fait, j'ai entendu le cri le plus strident que j'ai jamais entendu de ma vie. Je me suis immédiatement retourné et je suis sorti de là. Le système connecté à l'endroit où elle dormait ne fonctionna pas du tout pendant les 2 semaines suivantes. Le système tombe souvent en panne, mais c'était une sacrée coïncidence que cela se produise juste après qu'elle ait fait cela. Le monsieur Astro et la poursuite inquiétante. Pour planter le décor, cette histoire s'est déroulée il y a environ 5 ans. J'avais 19 ans et je vivais dans une grande ville du sud des États-Unis, avec une population de près de 2 millions de personnes et plusieurs installations militaires. À l'époque, je sortais avec un garçon qui était dans l'armée et stationné à la base conjointe la plus proche de chez moi.
J'avais un travail à temps plein et j'étudiais aussi, mais tout mon temps libre, je le passais avec mon petit ami. Comme il était en formation à ce moment-là et qu'il n'avait pas de voiture, j'allais et venais constamment de la base et j'avais fini par bien connaître le garde à l'entrée. Même si je devais encore présenter mon laissez-passer de visiteur et mon identification à chaque fois pour des raisons de protocole, il me connaissait très bien. La base elle-même est immense, presque comme une petite ville en soi. Il est impossible d'y entrer par accident. Il y a plusieurs entrées, mais j'utilisais généralement la deuxième plus grande pour y accéder. Je conduisais sur une route à 5 voies, avec 2 voies dans chaque direction et une voie de virage au milieu. En m'approchant, il y a un immense terrain de golf qui fait partie de la base, ainsi qu'un cimetière national. Donc, il y a de grandes clôtures et de grands panneaux indiquant que c'est une propriété du gouvernement. À droite, il y a des commerces, des restaurants, des salons de coiffure, des pressings, des stations-service, ainsi que quelques quartiers résidentiels avec de petites rues latérales. Mais à mesure que vous vous rapprochez de la porte, il n'y a vraiment nulle part où aller à part la base, à moins de vous rendre au centre de réadaptation physique ou au centre de vie pour personnes âgées, situé sur la droite, et qui sont littéralement les derniers endroits où vous pouvez tourner avant de passer par les portes. La route menant à la base est très longue. En s'en éloignant, il y a plus de commerces, plus de quartiers et plus d'appartements, ainsi qu'un H-E-B et un Walmart, tous deux situés à environ 3 à 5 miles de cette porte. J'utilisais également ce chemin lorsque j'allais directement après le travail pour chercher mon petit ami, car il y a une sortie de l'autoroute Inter-État, et c'est la route la plus directe. Je roulais donc sur cette route, et une chose que je noterai, c'est que je suis une conductrice assez prudente depuis que j'ai eu un terrible accident de voiture avec ma mère quand j'avais 12 ans, et où j'ai été grièvement blessé. Je conduis un peu plus vite que la limite de vitesse, mais pas beaucoup, et j'essaie toujours de me déplacer pour laisser passer les gens qui vont plus vite que moi, car je sais que cela peut être ennuyeux de rester coincé derrière quelqu'un qui roule lentement. J'étais à environ 2 miles de la base, sur la voie de droite, quand je me suis retrouvé derrière quelqu'un qui ralentissait pour tourner. J'ai vérifié mes rétroviseurs, mis mes clignotants et me suis préparé à changer de voie pour contourner le véhicule devant moi. Il y avait un vieux van bleu, comme un Chevy Astro ou quelque chose comme ça, dans la voie de gauche. Mais il était encore assez loin, et je prévoyais de revenir dans ma voie de toute façon une fois que j'aurais dépassé la voiture devant moi. Le conducteur du van Astro n'a pas apprécié que je m'insère dans sa voie alors que j'allais plus lentement que lui. Pourtant, il était suffisamment éloigné pour que s'il avait maintenu sa vitesse, j'aurais pu revenir dans ma voie avant même qu'il ne m'atteigne. Mais non. J'ai entendu son moteur rugir et soudainement, ce type était juste sur mon pare-choc, klaxonnant et faisant les gestes grossiers habituels auxquels on pourrait s'attendre. J'ai toujours été assez douce et calme, et je déteste la confrontation. Je voulais donc revenir dans la voie de droite et laisser passer la voiture devant moi. Mais à ce moment-là, une autre voiture était déjà dans cette voie, essayant de dépasser tout le monde, alors je n'ai pas pu me déplacer immédiatement. Pendant que j'attendais que l'autre voiture passe pour pouvoir changer de voie, le Van Astro derrière moi accélérait sur mon pare-choc, puis reculait, pour ensuite accélérer à nouveau. Finalement, l'autre voiture est passée, et j'ai changé de voie pour laisser passer l'Astro. Mais au lieu de cela, il a accéléré et ensuite ralenti pour rouler juste à côté de ma voiture. J'ai jeté un coup d'œil, et ce type, un homme plus âgé avec des cheveux en désordre et une barbe sale, me regardait fixement, faisant toujours des gestes grossiers. Puis, il a formé un signe de pistolet avec sa main, l'a pointé vers moi et a simulé un tir à la tête. Cela m'a vraiment effrayé, mais pas autant que lorsqu'il a encore ralenti et s'est repositionné juste derrière moi. Cette route peut être très fréquentée aux heures de pointe, mais j'avais quitté le travail plus tôt, vers 3h45. Le trafic n'était donc pas mauvais, et il n'avait certainement pas besoin de rester derrière moi. Il y avait beaucoup de place pour qu'il me dépasse et continue sa route. Évidemment effrayé, j'ai essayé de le semer. J'ai changé de voie, mais il m'a suivi. J'ai ralenti, et il a fait de même. Puis, j'ai repris la voie de droite en me rapprochant d'un feu qui venait de passer au jaune. J'ai pris un virage à droite risqué, et très rapide sur cette route, espérant qu'il ne pourrait pas me suivre. Apparemment, cela ne l'a pas dérangé, car il a pris le virage juste après moi. Je me souviens avoir regardé dans le rétroviseur et avoir vu le van pratiquement penché dans le virage, et il était toujours en train de crier et de faire des gestes avec les mains. J'ai pris quelques virages supplémentaires et j'ai commencé à zigzaguer à travers un quartier, essayant de le perdre, mais il était persistant. Finalement,
Un moment de clarté m'a frappé lorsque j'ai pris un virage brusque et que mon laissez-passer de visiteur pour la base a glissé du siège avant. Je me suis faufilé à travers le quartier, jusqu'à ce que je retrouve la route sur laquelle nous étions, celle qui mène directement à la base, et j'ai accéléré sur cette route avec le monsieur Astro juste derrière moi. Je l'ai vu dans mon rétroviseur alors que je m'approchais de la porte et j'étais terrifié de le voir se glisser derrière moi. Je me suis dit qu'il n'y avait aucun moyen que ce type puisse me suivre dans la base. À ce moment-là, ils étaient en Defcon Bravo, ce qui signifiait que personne ne pouvait entrer dans la base à moins d'avoir une identification militaire appropriée ou un laissez-passer de visiteur valide de 30 jours et un permis de conduire. Heureusement, je connaissais le garde à l'entrée. Je me suis arrêté et il a pu voir que j'étais un peu bouleversé parce que mes mains tremblaient en lui tendant mon laissez-passer de visiteur et mon identification. Avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit, j'ai dit que le type dans la voiture derrière moi me faisait vraiment peur, qu'il me suivait depuis 15 minutes, faisait des gestes menaçants et simulait un tir avec ses mains, comme s'il allait me tirer dessus. Le garde a été super gentil, a souri et hoché la tête, agissant comme si tout allait bien. Il n'a même pas regardé le van derrière et m'a dit « Ça va, ne t'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant. Ce type n'approchera pas de toi. » Il m'a ensuite demandé si mon petit ami avait fini sa journée. J'ai répondu que non, je pensais qu'il ne finissait pas avant 4h30. Il m'a dit de suivre mes plans et d'aller au quartier de mon petit ami, et que lui et les autres gardes s'occuperaient de la situation. J'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. Les quartiers de mon petit ami n'étaient pas loin de l'entrée de la porte, heureusement, et après 2 virages, j'étais complètement hors de vue de la porte. J'ai attendu mon petit ami, et quand il est sorti, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Je tremblais et pleurais, et il a fini par nous ramener chez moi. Nous sommes sortis par la porte principale, de l'autre côté de la base. C'était un trajet plus long pour rentrer chez moi, mais cela signifiait que nous ne risquions pas que le type nous attende sur une route latérale pour me suivre à nouveau en sortant de la base. Quand je l'ai ramené ce soir-là, le garde avait évidemment changé de poste, mais mon petit ami connaissait celui qui travaillait et lui a demandé s'il avait entendu parler d'un type qui suivait quelqu'un. Elle était très excitée de nous dire que le gars dans le van bleu avait été arrêté par la police militaire. Il s'avère que le type avait essayé de dire au garde que j'étais sa fille et que je faisais juste des difficultés et qu'il devait le laisser passer pour me récupérer. Le garde a géré la situation avec calme, a fait semblant de comprendre, mais a dit qu'il devait faire une vérification du véhicule et qu'il aurait besoin de quelqu'un pour l'escorter jusqu'à moi, car il n'avait ni identification militaire, ni laissez-passer de visiteur. Le type a essayé de dire non, mais le garde a insisté. Le type a alors tenté de forcer le passage en voiture à travers la porte militaire. Évidemment, ce n'est pas une bonne idée d'essayer de forcer son entrée dans une installation militaire. Il n'a même pas parcouru un quart de mile avant que la police militaire ne l'arrête, le menotte et découvre une arme dans la console centrale. Je ne sais pas ce que ce type aurait fait s'il m'avait rattrapé, s'il m'aurait agressé ou pire. Je ne vis plus dans cette ville et je ne sors plus avec ce petit ami. J'ai de nouvelles plaques d'immatriculation sur ma voiture, je vis dans un nouvel état et je n'ai aucune idée de ce qui est finalement arrivé au monsieur Astro. Je suis à peu près sûr qu'il a fait un séjour en prison, étant donné qu'il a tenté de forcer l'entrée de la base avec une arme dans sa voiture, mais je ne sais pas combien de temps il a purgé et je n'ai aucun désir de le découvrir. Alors oui, monsieur Astro, espérons que nous ne nous croiserons jamais plus.